Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un véritable laboratoire. On y dissèque, analyse et parfois on y s'y bidonne devant le genre roi du cinoche français. Sauf qu'aujourd'hui, on a choisi de choisir son camp dans Telle mère, telle fille de Noémie Saglio avec Juliette Binoche, Camille Cotin, Lambert Wilson et... rien que ça, déjà, je souffle. Je suis Daniel Andreev et mes conseillers matrimoniaux ce soir, c'est Virginie. Bonsoir. Toujours avec ses élèves. Toujours. Et Max Besnard. Salut Daniel. Toujours sur le Move. Toujours sur Move. Entre 13 et 14h. Mardi, mercredi, jeudi. Ah putain, tu es le pro de la promo. Maman, tu descends s'il te plaît, tu vas tomber là. Il y a un moment, on devient vraiment les parents de ses parents. Vous êtes sa sœur ? Non, sa fille. Elle est logée, nourrie, blanchie. On se rend même pas compte. Elle est bourrée. Oh non ! Louis et moi, on a quelque chose à vous dire. Je suis enceinte. Vous êtes grands-parents. Mais vous allez pas le garder. Elle a toujours été très drôle. Quand est-ce que tu vas arrêter de me faire la gueule ? Ta fille unique va être maman. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau ? Ça, par exemple. Tu vas te faire appeler comment grand-maman ? Pourquoi pas m'aimer ? Bon ben, on va boire un verre. Tu fais ça souvent ? Recoucher avec mon ex-mari 20 ans après, pas vraiment, non. Et ouais, vous entendez bien Juliette Binoche quand même qui se donne complètement à fond dans son rôle de mère indigne. C'est vraiment une coloc de rêve. Et Max, déjà, ça y est, t'es pas d'accord ? Non, c'est pas ça. J'aimerais juste que tu sois totalement transparent, Daniel, pour évidemment tous ceux qui vont écouter ce podcast MDR sur les comédies françaises, de préciser déjà que ce n'est pas une comédie. Non, c'est pas drôle. Ah, d'accord. Non, c'est pas drôle du tout. Après, la définition de la comédie, ça finit bien à la fin. Hein. C'est selon One point to Virginie. Alors, ça finit bien, oui, dans l'histoire. Alors, mais est-ce que pour toi, t'as bien, conscience mais que est-ce que pendant le film, est-ce que le contenu était bon, Virginie, d'après toi ? J'ai plus pleuré de consternation que ri. Donc, je dirais pas que c'est drôle. Je suis assez d'accord avec Max là-dessus. Je n'ai pas ri. Mais alors, qu'est-ce qui passe pas ? Qu'est-ce qui passe ? On va juste résumer un petit peu. Ouais. C'est Juliette Binoche qui est une mère indigne et Camille Cotin qui est sa fille mais qui est un peu coinsos et qui tombe enceinte. Mais sauf que Juliette Binoche recouche avec son ancien mari et le père de Camille Cotin, qui est joué par Lambert Wilson. Ils recouchent ensemble et elle retombe enceinte à l'âge de 49 ans. Et bah écoute, Mazel Tov. Et bon, donc elle est enceinte, donc ça pose un problème. La maman et la fille sont enceintes en même temps. Et voilà, suivent des comédies de situation. Et c'est ça qui me désespère un petit peu, en fait, quand je l'ai vu, c'est que j'étais en train de me dire, mais ce film, c'est que du vent. Parce qu'il y a que des blagues de situation. Il y a rien qui essaye de pousser vers le haut le spectateur. Il y a pas de référence. Il y a aucune envie de cinéma, ça c'est sûr. Mais franchement, un 0-0 du PSG, ça m'éclate plus, quoi, de voir la balle passer et c'est vraiment nul. C'est vraiment consternant, quoi. D'autant plus qu'en fait, à un moment, j'ai eu l'impression, en fait, il y avait une histoire chouette à raconter. Enfin, à un moment. Mais l'idée est super. L'idée est super. Et en fait, à un moment, on comprend que c'est dit à demi-mot. Bon, Juliette Binoche, elle l'a eu à 17 ans, Camille Cotin. Elle l'a eu avec Lambert Wilson. On comprend quel est le métier de Lambert Wilson, qui est quand même un hotshot de chef d'orchestre, donc de l'opéra, etc. Juliette Binoche, c'est une ancienne danseuse. Une danseuse qui tombe enceinte à 17 ans à l'Opéra de Paris. Donc tu sens qu'en fait, elle pouvait peut-être avoir une chouette carrière, qu'elle a interrompue pour avoir une fille et pour pouvoir l'élever et tout. Bon, alors là, j'extrapole vachement. Mais en fait, il y avait une belle histoire à raconter sur cette mère qui a un comportement de gamine attardée et qui aurait pu un petit peu sauver les meubles sur le caractère absolument odieux de Juliette Binoche, qui est jamais expliqué vraiment à aucun moment. Il y a et qui rien est jamais, pour l'aimer, c'est ça. Voilà, il y a rien pour l'aimer, alors qu'il y a moyen de. Enfin, c'est ce que je t'ai dit quand je t'ai dit mon ressenti sur le film, c'est que pour moi c'est genre Gilmore Girls gone wrong, quoi, parce que. Dans Gilmore Girls, on a aussi des personnages qui sont en fait des personnages principaux qui sont assez antipathiques, mais on nous fait comprendre qu'il y a, enfin si, souvent on nous dit ouais, Lorelai elle est un peu odieuse par moment et tout, mais elle au bout d'un moment tu as envie d'être Team Rory, quoi. Voilà. T'as envie d'être Team Rory, t'as envie d'être Team Lorelai, mais tu comprends en fait ce qui les anime. Là, il y a jamais un moment où on nous donne un tout petit peu un os pour nous accrocher à ce qui les motive, quoi. C'est la même chose avec le personnage de Camille Cotin, je trouve, qui est marié avec un duduche complètement transparent.
Et donc elle fait un gamin avec ce qui disparaît d'ailleurs les dernières semaines de la grossesse complètement. De Camille Cotin, mais c'est absurde. Et ce personnage aurait pu être tellement développé ou tellement plus intéressant, et tu comprends pas quelle est la base de leur relation, comment c'est possible cette situation. Et puis surtout, d'une scène à l'autre, les personnages changent du tout au tout. Il y a Lambert Wilson qui est complètement en roue libre, qui surjoue, qui est mielleux, qui est insupportable sur la plupart des scènes. Et puis il y a un petit moment de fulgurance où d'un seul coup ça switch. D'ailleurs, c'est le moment où on a rigolé tous les deux, je crois. Le seul moment du film, on a un petit peu ri, on va dire, quand il devient complètement imbuvable, insupportable, qui redevient le chef d'orchestre qu'on peut imaginer, quelqu'un de très, voilà, avec un ego assez prononcé. Et c'est un sentiment moi que j'ai eu sur chaque personnage. À chaque fois, tu vois un personnage qui a un type de caractère plus ou moins défini, et la scène d'après, c'est quelqu'un de totalement différent. Mais c'est comme si tu avais plusieurs personnes qui avaient écrit ça, chacun en disant bah tiens, moi j'ai envie qu'il soit comme ça cette scène, et puis là dans cette scène il va être comme ça. Et effectivement, sur le mec de Camille Cotin, à un moment il monte dans les tours, genre ouais, j'en ai marre de vivre avec deux gamines. À la fin, voilà. Mais mec, tu vis comme un ado attardé au crochet de ta meuf depuis le début du film. D'où tu sors ça? Enfin, oui, faut préciser, c'est un étudiant de 30 balais qui est en train de terminer sa thèse, et donc Camille Cotin qui est laborantine, en train de préparer des parfums, etc. Elle a sa carrière, et en même temps elle est obligée de continuer littéralement d'éduquer sa mère. Elle range sa chambre, elle fait son lit, elle jette ses clopes, etc. Elle lui fait des remontrances quand la maman revient avec c'est une inversion. C'est vraiment un Tanguy inversé. C'est un Tanguy inversé, exactement. C'est exactement ça, mais pas du tout subtil. Alors que tu as raison, Lambert Wilson, quand il redevient imbuvable, quand il reprend sa voix de Jean-François Copé, parce que j'ai toute une théorie là-dessus, c'est que Lambert Wilson a la voix de Jean-François Copé, et quand il joue la comédie, il le perd, mais dès qu'il devient naturel, par exemple comme dans Barbecue, il joue une espèce de patriarche un peu droite républicaine et tout, et bah d'un coup là, et bah il reprend sa voix de Jean-François Copé, c'est sa voix naturelle. Je sais pas comment il fait. Et bon bah et puis Camille Cotin, il y a un PB avec quel est le problème avec Camille Cotin en fait? Je comprends pas, parce qu'elle devrait nous faire rire. Parce que pour être tout à fait honnête, elle est quand même pas foncièrement mauvaise devant la caméra. Moi je trouve pas que ce soit une mauvaise actrice. Je la trouve plutôt bien en fait dans ce film. Après c'est peut-être tout simplement que elle a pas les personnes derrière elle pour pas les bons rôles, quoi. Ouais, peut-être qu'elle choisit mal ses rôles, peut-être que c'est une faute imputée ou imputable à son agent, je sais pas. Mais en tout cas, je crois pas que ce soit nécessairement de sa faute. Moi, je la trouve pas mauvaise en vérité. Non, et même dans les films où elle est plutôt bonne, elle est, enfin même dans les films nazes où elle est plutôt, enfin elle arrive à élever un peu le matériel. Là, elle est meilleure que Binoche, alors que Binoche a 3 fois plus de carrière qu'elle, quoi. Je pense à toute première fois, par exemple, de la même réalisatrice de Misaglio, sur laquelle on va peut-être sniper un petit peu aussi, où elle était la meilleure du film, alors que le film ne tournait pas autour d'elle, elle était un personnage subsidiaire. On va peut-être s'écouter une autre vanne. Soyez tolérants, les gars. J'attends un bébé. Mais c'est pas possible. Ben si. Non. Ben si. Ah, c'est la souffrance. Tu peux pas réfléchir de temps en temps? T'as quel âge? Je t'en veux pas parce que tu vas avoir un enfant. Je t'en veux d'être un enfant. Elle, c'est la maman de elle. La vie vous laisse toujours le choix d'en faire un accident ou une aventure. Et du coup, la mère de mon petit-fils sera aussi la sœur de votre enfant. Voilà. Et puis il y a un gros problème avec les personnages secondaires de ce film, que ça soit les parents, les parents du mec, que ça soit, il y a des petits moments où tu te dis ça pourrait être bien. Le moment... la meilleure copine de Juliette Binoche, danseuse, la jeune danseuse, qui est littéralement hystérique par moments. Plutôt sage à d'autres. Enfin, c'est toujours le même problème, effectivement. Mais je crois que c'est un problème général d'écriture. C'est un problème d'écriture. Et alors, il est écrit donc par Noémie Saglio, qui dédie ce film à toutes les mamans. Au secours. Leur inflige pas ça, elles t'ont rien fait. C'est exactement ça. Et faut dire un truc, c'est que j'ai détesté de tout mon être, toute première fois, qui est l'histoire d'un gars qui fait son coming out inversé et qui devient hétéro. C'était d'une nullité. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est pas possible de sortir ça, c'est pas possible aujourd'hui, quoi. Parce que c'est un film qui, en plus, était passablement, en plus d'être passablement misogyne, était un petit peu homophobe borderline. Un petit peu? Oui. Carrément. C'est un peu, les méchants étaient homos, tous. C'est un peu le même problème. Enfin, il y a des présupposés. Bon, après, c'est normal, il y aurait pas de film si Juliette Binoche gardait pas l'enfant, mais on retrouve un petit peu, enfin, là, dans le
dans la vanne que t'as passée, t'as quand même cette phrase prononcée par le gynéco qui sous-entend, un truc hyper pro-life. C'est un peu gênant par moment aussi. Alors après, là, ouais. Et c'est normal, c'est le ressort du film. Hein, ça. Mais il y a moyen de le faire passer autrement que de dire je pouvais pas interrompre la vie, parce qu'elle le dit ça, Juliette Binoche, à un moment, genre je pouvais pas interrompre une vie l'être qui était vivant en moi ou un truc comme ça. C'était pas nécessaire. Surtout que c'est un peu bizarre par rapport à son personnage, puisque c'est une meuf délurée, ça a peut-être dû lui arriver avant, on sait pas. Et ils ont fait ils ont pris le parti de Knocked Up, c'est-à-dire d'admettre que ils ont des grossesses, et comme Juno d'ailleurs, ils ont des grossesses, et on accepte ce fait et on se pose pas la question. Mais le problème, c'est que derrière, il faut faire des putains de vannes. Il y a pas de vannes. Les vannes, elles sont purement de situation. C'est le moment où elle fait du aqua bébé, aqua femme enceinte. Immense moment de gêne en ce qui me concerne cette séance d'aquagym. Quand elle tombe sur les vannes de prout, faut arrêter quoi. C'est plus possible. Ah oui, putain, c'est vrai que Juliette Binoche lâche une grosse caisse dans l'eau. Voilà, et le gars qui va parler au vagin de sa femme sous l'eau. Enfin, c'est que des moments où ça a été écrit à la truelle. C'est insupportable. Et c'est cool parce que individuellement dit, là, les gens pourront peut-être se marrer quand on dit Juliette Binoche, il a jeté des caisses dans l'eau. Individuellement, ça fait Camoulox, tu vois, ça pourrait parler. Mais c'est que c'est pas drôle et c'est mal rythmé. C'est mal filmé, et les scènes qui me touchent le plus, c'est quand elle a un malaise et qu'elle s'arrête chez les coiffeuses, chez les coiffeuses, et là vraiment il y a un petit truc de pas de lien social, mais tu sens que elles disent regarde la mère, elle est enceinte, elle lui fait des elle la cheap et tout, c'est assez rigolo. Et ce film manque de tout, il manque de profondeur, il manque d'intérêt. Je suis consterné. En fait, la scène chez les mamas qui cheap, en fait, moi aussi c'est la seule scène qui m'a un peu touchée dans le film, parce que c'est la seule scène que je trouvais un peu crédible en fait. Dans tout ce magma de non-sens. De non-sens, exactement, parce que qu'il y ait une mère qui soit une ado attardée et qui soit un petit peu en crise et que sa fille s'occupe d'elle, je peux le concevoir, mais pas de cette manière-là. Que elles aient mutuellement ces réactions-là vis-à-vis de leur grossesse mutuelle, leur grossesse personnelle, etc. Il y a rien qui fonctionne, et ces réactions de cette super scène secondaire complètement anecdotique, c'est celles qui sont un tout petit peu, un tant soit peu crédibles, où on peut s'identifier un petit peu aux réactions de ces bonnes femmes, quoi. Et pendant la séance, quand Daniel s'est réveillé de mon épaule comme ça, et il m'a dit, mais je balance, t'as vu? Vas-y, il me dit, donc il y a c'est mes trucs, c'est des trucs immunitaires. Ah, j'ai bien compris. Qui fonctionnent, quand ça devient trop nul, ils disent endors-toi. Un système d'autodéfense. Non, mais c'est logique, c'est de la survie. Mais non, il y a Lambert Wilson, donc qui joue le chef d'Ocas. Il a un chien qui est devenu un peu son fils, qui est adorable. Jean Poil, il l'appelle JP. Et Daniel me dit pendant la séance, mais finalement le chien c'est celui qui joue le mieux. Et même le chien, moi je trouve qu'il surjoue littéralement. À un moment on voit le chien en train de faire du Tinder, à la fin on voit le chien qui va se taper le Tinder pour la caniche qui débarque habillée en vinyle rouge. C'est vrai. Même le chien joue mal. Ouais, mais en fait c'est le problème, c'est pas comme on l'a dit, c'est comme pour Juliette Binoche, c'est comme pour Camille Cotin, c'est le rôle qu'on a écrit pour le chien qui est mauvais. Ouais, bien sûr. Et mal écrire les rôles pour le chien, c'est vraiment le B à bas quoi. Bon, est-ce qu'on en snipe encore un peu? Non, c'est bon. Est-ce qu'on parle de la scène des bébés à la fin qui se parlent? Les scènes des bébés, c'était nul. C'était nul. On en parle pas. Moi, il y a un truc dont je veux parler et on va s'aliéner un peu de notre public, mais à chaque fois que la musique partait. Ah oui. Max n'en pouvait plus. Alors, j'ai un vrai problème avec M, ça, mais peu importe, c'est une question de goût. Voilà, moi, j'aime pas du tout la voix de ce gars, mais peu importe, je comprends qu'on puisse beaucoup l'aimer, peu importe. C'est juste que il a composé quelques morceaux, 3-4 morceaux pour la bande originale, et il y en a un qui revient tout le temps. Tout le temps. C'est une espèce de truc néo-naïf et qui était insupportable. Et plus le film avance, et plus le morceau est utilisé. Et c'est odieux. Je suis assez d'accord. Moi, j'aime plutôt bien M, mais là, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très crispant, en fait. Ça plonge encore plus le truc dans le cliché absolu, et ouais, non. Et ça force. En fait, ça force du début à la fin, ce film. Les acteurs forcent, l'écriture est forcée, les scènes sont forcées, le chien force, tout le monde force, la musique force. Donc pour Noémie Seglio, c'est quand même 2 d'affilée, attention, 3 c'est la merde. Combien on donne à ce film, Virginie? Allez, pas plus d'€1 symbolique. 1 euro symbolique. Max? Alors, moi, j'allais dire le seul moment que j'ai aimé sur cette séance, c'est quand Daniel m'a acheté une bouteille d'eau. Je trouvais ça super sympa de sa part. Donc, moi, je le stream, je le télécharge même pas en torrent parce que je veux pas faire subir ça à mon disque dur, je le stream. Voilà, je ne paye pas pour ce film. Ah ouais, carrément. Non, moi, j'encourage pas le piratage. Par contre, je peux vous encourager à
faire autre chose, écouter les autres épisodes d'MDR. Je trouve que ça vaut pas 1 euro. Ah non, clairement pas. Ça vaut pas 1 euro. Il y a tellement de meilleures comédies. Mais tu sais, ça vaut pas le temps qu'on pourrait lui consacrer. C'est plus ça le problème. C'est même plus une question d'argent. C'est que moi, on m'a volé 2 heures de ma vie hier. Moi là, c'est plus par compassion. Je me dis qu'il y a des gens qui ont bossé dessus, donc 1 euro symbolique. Mais je rappelle que j'ai pleuré pendant le film. Hein. Enfin, c'est plusieurs fois. Puisque tu as pleuré pendant le film, je suis sûr que tu as une recommandation un peu mieux que. Alors, il y a la recommandation évidente dont j'ai déjà parlé, Gilmore Girls. C'est 7 saisons de pur bonheur dédiées à toutes les mamans du monde. C'est pas 6 saisons de pure bonheur. En fait, c'est 7e un peu problématique. Mais la 7e est complètement problématique. Mais moi, j'ai bien aimé les 4 téléfilms qui ont suivi, que j'assimilerai à une saison 8. Donc, je les raccorde. En plus, la question de la parentalité est vachement au cœur de cette 8e saison, entre guillemets. Donc, complètement. Voilà. Sans spoiler plus que ça. Et donc, bon, ça, c'est la reco évidente. Mais non, sinon, pour parler de comédie de femmes enceintes, j'ai envie de recommander Baby Mama, qui est une comédie américaine qui était sortie en 2008. Je ne sais plus de qui c'est, c'est pas le plus important. C'était donc de Michael McCullers. Mais c'est avec Tina Fey. Mais c'est surtout, voilà, c'est un film avec Tina Fey et Amy Poehler. Donc, quitte à avoir un tandem dans un film, pas forcément super drôle, mais un tandem de nanas qui savent bien jouer la comédie et qui savent bien passer les questions sur la grossesse et sur l'amitié, les liens qui unissent les femmes entre elles, autant voir Tina Fey et Amy Poehler, ça passe vachement mieux. Avec le personnage de la nana hyper irresponsable jouée par Amy Poehler, qui est une espèce de white trash venue du sud de Philadelphie, Amy Poehler qui est Tina Fey qui est la nana coinsos, enfin qui garde son rôle habituel, quoi. Et ça marche assez bien sur cet aspect-là. En fait, c'est le truc qui sauve le film, c'est que les 2 actrices sont super bonnes et c'est quand même un peu ça qui rate en plus dans celui-là. Donc voilà, Baby Mama. Et toi, Max? Écoute, je suis un peu embêté parce que j'ai beau retourner la question dans tous les sens, moi j'ai pas vraiment. Le choix facile, ça aurait été En Cloque, Mode d'emploi, ça aurait été Juno, ça aurait été ce genre de film. Donc voilà, moi j'ai choisi Mensonge et Trahison et plus si affinité avec Edouard Baird, qui est je pense le premier grand rôle d'Edouard Baird en tête d'affiche. Alors celui où on nous l'a vendu comme un beau gosse. Celui-là, on l'a vendu comme un beau. Non, mais c'est celui-là qui a mis en. Ouais. C'est une rom-com. Tu es censé tomber amoureux d'Edouard Baird. Théoriquement, moi je suis tombé amoureux de Marie-Josée Croze. Marie-Josée Croze, évidemment. Mais c'est surtout que le film se termine par un accouchement. Alors je me suis dit, voilà, ça parle de bébé. Puis il y a une scène hilarante, moi, qui m'a marqué, dans ce film, qui est tout bête, mais c'est à la fin, quand Edouard Baird doit donner le prénom du bébé. J'ai trouvé ça tellement drôle, j'ai explosé de rire. Et rien que ça, c'est un film de bébé. Cette scène est au bébé. Je sais même, j'en perds mes mots tellement que j'ai trouvé. J'ai de très bons souvenirs de cette comédie. Mais je l'ai revu du coup ce matin même, et je trouve que ça a pas vieilli. Il est quand même de 2003 si je dis pas de bêtises, et je trouve que ça a pas pris une ride, et c'est hilarant et c'est touchant et c'est très bien joué. Les actrices sont super. Voilà, il est parfait. Écoute, je vais le revoir. Tu m'as donné envie. Et moi, je recommande une comédie de l'année dernière. Je recommande Victoria de Justine Triet, un film qui a été boudé au César, évidemment, parce que c'est une comédie, mais c'était très très bien. C'est une comédie qui met en scène Virginie Efira, qui est une avocate, une working girl. Mais pourquoi j'y pense, c'est parce que elle a des enfants, elle a une situation sentimentale compliquée, et elle revoit un peu son ex, et la gestion de ses enfants est compliquée. Elle est avocate et elle le joue très très bien. Beaucoup de gens sont étonnés, genre oh là là, de voir Virginie Efira à un tel niveau. Non, c'est pas nouveau. C'est une très bonne actrice. Ouais. C'est une super actrice. Elle met beaucoup du sien, et même dans les rôles mineurs, elle est vraiment douée. Et en plus, elle doit composer avec Vincent Lacoste, qui est hilarant. Vincent Lacoste, quand il promène sa gueule un peu lunaire dans une comédie, je sais que ça va fonctionner sur moi. Ça a plutôt bien marché l'année dernière. Ils ont fait 650 000 entrées, ce qui est pas mal. Mais c'est vraiment du cinéma qu'on a besoin de soutenir. C'est vraiment des comédies qui sont bien, et quand il y a les gens je valide totalement ce film. Les gens écarquillent les yeux en disant les comédies, non, putain, il y a vraiment des comédies qui sont bien et il faut les voir. Et Victoria, j'ai adoré Victoria. Et c'est pour ça qu'on se donne tous mal ici, hein. C'est pour de temps en temps, il y en a une bien, quoi. C'est que pour ça qu'on a les yeux qui piquent pendant les salles. Merci à Jules, le gangster d'amour à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et sur toutes vos applis dédiées au podcast. Donc merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous, c'est important. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec une nouvelle comédie, mais je sais pas si c'est une comédie.
Bon allez, je vous dis ce que c'est. C'est un film qui aurait dû s'appeler S'il vous plaît, mais qui finalement s'appelle À bras ouverts avec Christian Clavier. Et ça va, vaste programme, je vous dis que ça. Revenez la semaine prochaine. Salut à tous, c'est César Monterol. Vous en avez marre, lors d'un apéritif dînatoire, de ne pas avoir d'anecdotes croustillantes à partager autour d'une bonne saucisse cocktail? Eh bien, vous avez de la chance. Si vous vous demandiez ce qu'est un Deus Ex Machina, ou même pourquoi on mange du popcorn au cinéma, eh bien, toutes les réponses à ces questions, c'est dans le pavé dans la toile de Séance Radio, disponible en podcast sur iTunes, SoundCloud et toute autre appli dédiée. Elle est pas belle, la vie?